bienvenue dans un monde des arts comme chaque jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'ai l'impression d'ailleurs que ce Covid nous propose chez nous à faire des séries façon Netflix après la rentrée scolaire privée de sortie, puis la rentrée des théâtres privés de spectateurs. Voici peut-être la rentrée finalement la plus délicate, celle de l'enseignement artistique pour les écoles supérieures d'art, les académies, les cours privés aussi. Alors comment donner cours, comment donner par exemple un cours de chant ou de théâtre avec un masque, un cours de dessin derrière des plexiglas, j'en passe et des meilleurs. C'est un véritable casse-tête pour les élèves, pour les professeurs, mais aussi pour les directeurs. Du coup, est-ce que l'enseignement artistique est en danger chez nous? On va en parler ce soir avec nos invités autour de cette table. J'ai le plaisir d'accueillir Amélie de Beaufort. Bonsoir Amélie, merci d'être là. Bonsoir David. Vous êtes professeur de dessin, en tout cas titulaire du cursus dessin, c'est ça, à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Des Beaux-Arts de Bruxelles. C'est en plein centre, ça? Rue du Midi. Rue du Midi. Je crois que près de la place Roupe. tout le monde visualise cette belle école avec une belle entrée. Laurent Gros est là aussi. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'INSAS, école bien connue, qui forme des cinéastes, des comédiens, des gens de télévision aussi. Des metteurs en scène, théâtre. Voilà, et ça c'est plutôt du côté d'Ixelles ou de la porte de Namur et Ixelles, oui. Voilà, exactement. Thierry Camart, bonsoir, Bonsoir. Thierry. Vous êtes aussi Ixelles, on ne quitte pas Ixelles. Tout à fait. Directeur de l'Académie de musique cette fois-ci. Voilà. d'Ixelles. Il y a une académie de dessin, une académie de musique, c'est séparé en fait? Oui, c'est séparé. Donc on n'a pas le quatrième domaine, mais par contre on a les trois autres domaines, c'est-à-dire la musique, le théâtre et la danse. D'accord, tout ça chez vous. Oui. Et puis Lendi Lipnik, je ne sais pas si je prononce bien. Oui, Lendi, le parfait. prénom, ça va? Oui, ça va bien, merci de ton invitation. Avec plaisir. Vous êtes professeur de chant choral, coaching en voix. Voilà, j'ai voilà. été attiré assez rapidement par tout ce qui résonne autour de la voix. Bon, on l'entend. Et crois en que- individuel ou en collectif, voilà, ça me passionne. On entend que vous avez une belle voix. Merci. Non, mais c'est vrai, à mon avis, ça doit faire plaisir aux ingé-sons de voix grave, comme ça, une belle voix. Allez, on va vous voir justement, vous, Thierry Camart, avec vos équipes. C'était il y a quelques jours, une de nos équipes s'était rendue dans cette académie d'Ixelles pour voir un peu comment ça se passait pour cette rentrée décidément très, très particulière. Regardez. Apprendre en chanson à se laver les mains, puis surtout le faire en vrai. C'est le rituel obligatoire de cette classe préparatoire de solfège. Pour Madame Hélène, pas facile d'apprendre les notes derrière un masque. Et en termes de respiration, c'est aussi compliqué. Je dois leur apprendre à bien souffler, mais moi-même, pour le moment, je ne vais pas pouvoir montrer. Pour ce premier jour, même s'ils ne voient pas le visage de leur professeur, ces musiciens en herbe se débrouillent plutôt bien. Ouais, super. Dans d'autres cours, ce grand plexiglas est nécessaire. Première étape, l'installer dans les classes. L'académie en a commandé une dizaine. Le but, permettre aux professeurs d'enlever leur masque de temps en temps. Ça va me permettre à certains moments, quand je joue au piano et que j'accompagne mes élèves, de pouvoir enlever mon masque, donc de pouvoir respirer plus librement. Et ça permettra aux enfants aussi de voir l'expression de mon visage. Ces adolescents ont tous 12 ans ou plus. Ils doivent donc garder leur masque, même pour chanter. C'est un peu plus dur de respirer et de chanter plus fort aussi. Moi, ça me dérange pas trop. D'autres mesures sanitaires sont prises pour éviter qu'un trop grand nombre d'élèves ne se croisent dans les couloirs. Est-ce que tu pourrais aller avec Jonathan faire le rang de 14h50 pour accueillir les nouveaux élèves de formation musicale? Depuis la rentrée, depuis lundi, on organise des rangs aussi pour que les enfants rentrent tous en même temps, pour éviter qu'il y ait trop de passages de personnes adultes dans les bâtiments. Donc du coup, ça demande un peu plus d'organisation et on perd un peu quelques minutes. Voilà. Et comme c'est la première semaine, tout ça est un peu changé par rapport à l'année dernière. Malgré le contexte particulier, plus de 700 inscriptions sont déjà enregistrées et ce n'est pas prêt d'être terminé. Voilà, on termine sur une note optimiste quand même, 700 inscriptions à ce moment-là, j'imagine qu'il y en a plus depuis. Ça montre quand même qu'il y a une envie, Thierry Camart, de la part des élèves, des parents et des profs aussi de rentrer. Oui, il y a un enthousiasme qui est débordant. Je pense qu'il était temps qu'on puisse réaccéder à nos bâtiments et à nos classes. Ouais. Et pour les enseignants et pour le public des académies, c'était vraiment très important de revenir. Ouais. Pour les enseignants, c'est un besoin, on est fait pour ça, on a besoin de rentrer, de transmettre, j'imagine, Amélie Beaufort. Oui, je pense que tous les enseignants souhaitent être en interaction avec leurs étudiants pendant les cours.
Bon, après, je pense qu'il y a encore... Après, c'est compliqué. Entre les cours théoriques aussi et les cours artistiques, il y a encore une marge. Parce que, je dirais, la question des arts plastiques, c'est le sens, mais dans le sensible. Et comment parler des travaux des étudiants si on n'est pas en face de ce dont il s'agit. Et donc, toute cette période où on a donné cours pendant le confinement, à travers des réseaux, des écrans, etc., c'est très bien pour ceux qui font de l'art numérique. Mais pour nous, il y a une inadéquation totale. Ouais, j'imagine. On va en parler avec vous, Lindy, puisque vous avez beaucoup travaillé par écran à travers écran pour le chant. Juste avant ça, Laurent Gros, c'était les examens d'entrée à l'INSAS, là. Ça vient de se terminer plus ou moins. Ça va être compliqué, j'imagine, pour présenter des scènes, etc., pour les futurs comédiens et comédiennes. Oui, ça a été compliqué. On a dû réorganiser toutes les épreuves qui durent quand même 3 semaines. C'est-à-dire, dans quel sens vous avez dû les réorganiser C'est-à-dire qu'on a dû ramasser les épreuves de façon à ce que les séjours en présentiel à l'école, puisqu'on ne pouvait pas échapper au présentiel, en tout cas pour le théâtre, les séjours successifs, consécutifs dans l'école se réduisent à maximum 48 heures. Puisque c'est les prescriptions. On a quand même beaucoup de candidats étrangers, donc le fait de venir 48 heures, c'était la durée maximum avant de rentrer dans des logiques de quatorzaine. Et voilà, donc on a redimensionné les épreuves, on les a resserrées, on a fait en sorte que les candidats ne soient pas dans l'école plus de 48 heures de façon successive. Voilà, et ça s'est fait, disons. Les étudiants étaient là, les candidats étaient là, et en grand nombre d'ailleurs, plus que d'habitude d'ailleurs. Il y a ce besoin, Lindy Lipnik, il y a ce besoin quand même d'y aller, de ne pas rester chez soi. Vous avez beaucoup fait des cours par écran interposé, je le disais. On a besoin de se revoir quand même. Mais oui, mais la discipline du chant, c'est la notion de partage, d'échange. C'est de l'anti-Covid, presque. C'est un des moteurs du chant. S'exprimer. Et donc, effectivement, on a mis en place, avec un chœur d'hommes, un chœur de femmes et un chœur mixte que j'ai la chance de diriger depuis plusieurs années, des modules par Zoom. Et donc, avec une bonne installation, vous envoyez le signal du piano dans l'application Zoom et vous avez 85 personnes connectées sur 4 écrans devant vous. Et ça fonctionne. Et ça fonctionnait, mais bon, il faut que vous soyez un petit peu le moteur. Le piano est, si vous voulez, la charrue qui laboure. Et puis, il faut chanter avec eux. Et alors, ça développe chacun dans sa maison une sorte de prise d'autonomie. Alors, c'est assez caractéristique parce que les premiers jours, les familles envoyaient des emails. Mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Et au bout de 3 semaines, vous voyez dans le fond d'écran des maris, des jeunes qui arrivent derrière le laptop et qui commencent à travailler en écoutant la mère ou le père. Puis alors, vous voyez que la maison vit avec le chant. C'est incroyable. Alors effectivement, quand on s'est retrouvé le 28 juin, ça a été un moment de pur lâcher d'émotion. On verra des images tout à l'heure, c'était à Villers-la-Ville. On verra des images parce que c'est très beau. Moi, je voudrais poser la question aux 2 directeurs là. Vous l'avez dit, Laurent Gros, s'il y a des contraintes, on ne fait pas ce qu'on veut quand on est directeur. Est-ce que c'est difficile à suivre? Est-ce qu'on vient surveiller, voir ce que vous faites, si vous appliquez bien tout ça? Comment ça se passe quand on est directeur? C'est-à-dire qu'avec le pouvoir organisateur, on a mis des choses en place pour pouvoir recommencer les cours. Donc, on est tout le temps en contact. Donc, c'est quoi? Il y a beaucoup de petits, par exemple? Oui, il y a beaucoup de petits. Donc, il a fallu organiser des rangs pour qu'ils puissent rentrer. Je le dis dans le reportage. C'est très difficile parce que les petits, au début, ils sont perdus. C'est nouveau, donc ils ont besoin d'être très encadrés et on a beaucoup de classes qui démarrent en même temps à des moments bien précis dans l'après-midi, et donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place avec le fait que les enseignants doivent gérer toutes ces situations, en plus de devoir faire des rangs, ils doivent aussi organiser toutes sortes de changements aussi. Ça prend du temps, ça aussi, ça prend du temps sur le cours même. Oui, ça prend du temps sur le cours, effectivement, et donc il y a une petite garderie à l'école 5 où l'académie se trouve, on va aussi chercher des enfants là. Donc tout ça, c'est des petites choses supplémentaires qu'il faut mettre au point pour que ça fonctionne. Chez vous aussi, à l'INSAS, bon là c'est des élèves plus grands, on est dans l'enseignement supérieur, mais vous avez dû installer, je sais pas moi, des endroits pour se laver les mains Oui, bien sûr. Donc
en gros, le gouvernement, enfin la ministre Glatini a produit un protocole. Un protocole que nous devons respecter avec les 4 codes, les codes verts, le code jaune, le code vert, le code orange et le code rouge. Et en fonction de ça, évidemment, on doit s'adapter. Donc là, on est dans quoi pour l'instant ? On est dans le jaune, mais déjà, les bruits courts qu'on va bien passer à l'orange. Je vais bientôt passer à l'orange. Voilà, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en gros, pour des classes de moins de 50, c'est le masque obligatoire avec une distance d'1 mètre entre chaque personne dans la classe. C'est évidemment la désinfection des locaux. C'est prise de température, c'est des initiatives qui sont plus individuelles mais qui ne sont pas obligatoires. Et évidemment les gels hydroalcooliques. Voilà, donc en gros, c'est gestion d'essence de circulation dans les bâtiments. Oui, vous parlez des désinfections, tout ça, comment ça se passe pour le dessin ? Parce que là aussi, c'est encore autre chose. C'est effectivement un peu compliqué. Donc, je dirais garantir une atmosphère un peu sereine pour que par exemple les modèles, il y a un cours de modèle quand même assez régulier en dessin, voilà. Le modèle est éloigné alors donc c'est ça, il doit être à 3 mètres minimum, donc il y a une zone autour de lui qui sera marquée au sol de 3 mètres autour du modèle, c'est déjà pas mal, mais donc il ne faut pas être non plus distrait quand on circule, etc. Tout le monde, les étudiants bien sûr avec des masques. Alors on a des directives un peu différentes par rapport aux classes parce qu'on considère qu'on est comme dans des labos, le fait d'être dans des ateliers, mais ça veut dire on lave le sol tous les jours, désinfection de toutes les surfaces, les poignées de porte, etc., lavage des mains, gel hydroalcoolique, enfin le reste c'est comme partout ailleurs. Distanciation entre les élèves. Et la distanciation, alors je dirais, on doit être attentif mais parce qu'on est en atelier, etc., et que on s'approche des travaux des étudiants. Et vous mettez un masque, par exemple, le professeur met un masque tout le temps. Il doit le garder. Donc les élèves aussi. Oui, tout le temps. Même assis. Normalement, oui. C'est-à-dire que normalement, si on est comme à un bureau, assis, on peut enlever les masques, mais je crois que la prescription, c'est quand même qu'on le garde tout le temps. Laurent Grosse, vous voulez dire quelque chose ? Je veux dire que pour ce qui est des travaux artistiques qui se passent, dont les conditions de déroulement sont similaires à ceux du monde professionnel, ce sont les règles du monde professionnel qui sont d'application. Donc sur les travaux de théâtre, les plateaux, c'est les règles qui sont en cours dans les théâtres, et sur les plateaux de cinéma, même chose. C'est pareil, ouais. Voilà. Sauf que moi, ma question, c'est est-ce que ça change la façon de produire de l'art quand on travaille dans des conditions pareilles ? Est-ce qu'on décide, par exemple, un modèle, est-ce qu'on le dessine de la même manière quand il est à 3 mètres que quand il est à 1,50 m ? Vous voyez ? Pas tout à fait. Enfin, ça ne fait pas une si grande différence chez nous. Je dirais ce dispositif, il est au service aussi. Les étudiants travaillent à l'échelle 1-1, donc sur des grands panneaux, sur des grandes feuilles. Donc on peut être un peu à distance. Par contre, je suis persuadée que passer les premiers apprentissages de prise de mesure, etc., de s'y retrouver un petit peu. Bon, voilà, il s'agit de faire un dessin. Et donc là, forcément, le contexte, le modèle est là, il est nu, il donne quelque chose. Il y a de toute façon ce dispositif qui est un peu étrange d'être soit habillé, face d'un modèle nu, etc. Mais je ne vois pas comment on ne peut pas échapper un peu au contexte, quoi. Donc je pense que... C'est difficile, hein. Oui. En musique, vous êtes directeur, vous étiez professeur de hautbois pendant longtemps. Ça change aussi, je veux dire, on a vu dans le reportage que la professeure de piano mettait un plexi pour jouer derrière, etc. Oui, tout à fait. Quand on n'a pas encore tous les plexiglas qui sont occupés à être construits dans l'atelier de menuiserie de la commune d'Ixelles, donc là on est très soutenu. Et ce qui est très bien, c'est que les professeurs respectent, même s'il n'y a pas encore de plexiglas, ils se mettent très loin. Hier, je suis passé dans la classe de hautbois justement parce que je devais voir la professeure. Et je me suis rendu compte qu'elle était très loin, elle portait le masque, et puis à un moment elle est arrivée près de l'étudiant, elle a remis son masque, et elle a respecté vraiment tout le protocole pour que justement on reste le plus dans les mesures sanitaires possibles. Mais c'est clair que pour des cours de théâtre, parce qu'on a en plus à l'académie les humanités artistiques théâtrales, donc je sais que c'est une grande problématique pour eux, parce qu'ils doivent s'investir dans des cours de théâtre, art dramatique, avec le masque. Ils sont déjà toute la journée dans les cours généraux avec leur masque
masque aussi. Et puis après, s'ils ne sont pas assez distancés, ils doivent garder le masque. Et pour les professeurs, avec les chaleurs qu'il a fait ces derniers jours, c'est encore plus compliqué. Ça veut dire, Thierry, qu'on choisit aussi des textes, peut-être à l'insens aussi, des textes qui ne nécessitent pas des personnages à deux ou... Exactement, il faut adapter. Parce qu'en cinéma, en fait, c'est ce qu'il faut. il faut adapter. Pour l'instant, on est beaucoup dans des monologues, justement, à contrario de scènes, de répertoires à plusieurs, justement pour éviter... dès qu'on aura plus de plexiglas, on pourra faire des groupes derrière des plexiglas, ce sera plus facile. Est-ce que vous vous sentez soutenu suffisamment par les pouvoirs publics aujourd'hui? Comment ça se passe? Je pose peut-être plutôt la question au directeur. Je vous poserai la question après. Vous travaillez plutôt de façon privée, mais vous avez suffisamment de moyens? On a des moyens, mais c'est sûr qu'on a reçu beaucoup d'aide. On a reçu des savons, des gels hydroalcooliques, mais il y a tellement d'écoles dans la commune d'Ixelles qu'à un moment on est un peu à saturation. On n'a plus rien, puis ça revient un peu plus tard. Il y a un deuxième chargement qui est arrivé, donc il y a un suivi parce que le pouvoir organisateur ne souhaite qu'une chose, c'est que les académies puissent continuer vraiment ce cheminement. Je dis ça parce que j'ai eu un mail d'un professeur, un enseignant de l'ESAR. Alors l'ESAR, pour que les gens comprennent bien, c'est de l'enseignement secondaire artistique horaire réduit. Alors donc ce sont des cours qui se donnent souvent dans des écoles, mais alors le soir, vous voyez. Et alors, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait un sentiment d'abandon déjà pendant le confinement de tous ces professeurs-là. Ils n'ont reçu aucun matériel, aucun soutien pour continuer leurs cours. Ils doivent partager leurs locaux avec des professeurs qui donnent cours du jour, donc donc ils n'ont pas d'armoire, il n'y a pas de pupitre, etc. Puisque là, c'était de la musique, c'est un professeur de trompette. Ça pose des questions compliquées par rapport aux produits d'entretien, des infections, etc. Je veux dire, ce sentiment d'abandon, et là, je vous pose la question, parce que vous m'avez parlé de ça au téléphone. À un moment donné, les professeurs de chant, les gens qui font du chant, qui pratiquent, se sont sentis un tout petit peu désemparés. Là, je parle vraiment de la période de confinement. Mais c'est-à-dire qu'avec tout ce qui était véhiculé comme information sur le chant et sur la parole théâtre, il y avait de quoi redouter d'être hors la loi, d'enfreindre la règle. Et donc, petit à petit, il y a des études qui ont été faites. Mais bon, moi, je suis indépendant, donc j'ai fondé la SRL, les Ateliers du Cœur, justement pour pouvoir, sans appui public, prendre des initiatives et puis articuler l'activité en fonction des circonstances. Et donc vous êtes indépendant, ça veut dire que vous avez dû investir dans du matériel de désinfection? Plus de 2500, 2800 euros qui sont investis, entre autres, dans un appareil que j'ai décidé d'acquérir, Stérilaire Pro, qui, avec des rayons UV, permet de décontaminer tous les virus de l'air jusqu'à 180 mètres cubes. Donc ça, c'est à vos frais, quoi. Voilà, et puis là, je garantis aux élèves que lorsqu'ils chantent et lorsque je leur parle, en 10 minutes de temps, tout cet air est décontaminé. Et puis j'ai mis un plexiglas entre les deux. Et moi, j'ai pris le parti de donner cours de chant ou de prise de parole sans masque. Mais avec cette installation et aussi la possibilité d'aérer, de ventiler la pièce, de ménager 20 minutes. Alors, comme tu l'expliques, les 20 minutes servent à décontaminer les sièges, tablettes de fenêtres, le sol, le plexiglas, ventilation. Mais donc, on s'adapte. Et pour ce qui est du collectif, mais là, on a décidé de se retrouver d'abord par 10, puis par 20, puis par 50. On est dans cette progression-là. Et nous sommes très, très ouverts à se dire, voilà, la personne qui ne peut pas chanter sans masque, elle peut chanter quand même. Dans notre entourage, il y a des gens qui disent plutôt mourir que chanter avec masque. Moi, je dis plutôt vivre et chanter, si c'est possible. C'est ça, parce qu'on parlait du sentiment d'abandon de certains profs ou même élèves aussi, des élèves plus âgés. Oui. Vous m'avez parlé de gens qui se sentaient vraiment pas bien, qui ont fait des dépressions, etc. Ça a été long parfois. Dans le monde des artistes, on a malheureusement quelques collègues, quelques camarades qui sont plus de ce monde parce qu'ils ont trouvé ça insupportable ou ils étaient très fragilisés par ce qui se passe. On les garde dans notre mémoire pour justement quelque part nous sentir forts aussi, de se dire que voilà, s'adapter, c'est quelque chose de holistique. C'est pas simplement s'adapter en mettant des contaminateurs ou en observant des règles. C'est aussi une mentalité, c'est aussi la confiance qu'on a entre nous, de se dire que voilà, moi je tiens à avoir cette activité dans une relation avec toi, et donc dans ma vie, je m'organise pour que nous soyons en cohérence.
C'est vraiment, le Covid-19, c'est quelque chose qui remue beaucoup plus que les règles. Hein. C'est humain. Hein. Thierry, la question des parents aussi. Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils laissent facilement leurs enfants aller à l'académie ou... Alors certains sont inquiets, oui, parce qu'eux-mêmes sont fragilisés dans leur santé, par exemple. Des gens qui viennent me dire, tiens, voilà, mes enfants sont à l'école, je les laisse encore un petit peu, mais voilà, j'ai des problèmes immunitaires, des choses comme ça. Donc c'est difficile. Il y a des parents qui nous demandent que les cours continuent par vidéo, donc ça c'est presque impossible parce que ça voudrait dire que les enseignants devraient travailler encore en plus du présentiel, puisque maintenant en Côte Jaune on est bien en présentiel et on est très content. Donc ça, ce sont des problématiques qu'on rencontre pour l'instant. On va essayer d'y pallier le plus vite possible, mais... Chez vous aussi, il y a des parents inquiets Non, nos étudiants sont des adultes, âgés, mais j'ai envie de... eux-mêmes. Oui, c'est ça, j'ai envie de rebondir. Nous, ce qu'on a pu voir pendant le confinement, c'est une énorme fragilité de certains étudiants, parce que fragilité économique, mais aussi fragilité d'isolement. Tous ces étudiants étrangers qui étaient dans des toutes petites... je veux dire, location, etc. Des cotes, et par contre, il y a eu une belle solidarité. Donc, à la fois, il y avait des problèmes, je dirais, de connexion pour certains étudiants. Bon, tout ça a pris du temps. Moi, je ne me suis pas senti abandonnée par le PO, mais tout ça a pris énormément de temps pour se mettre en route, j'ai envie de dire. Et donc, il y a une solidarité aussi qui est née. Par exemple, je sais que ça a eu lieu dans plusieurs écoles, pas seulement chez nous. Eh bien, les enseignants, ils ont cotisé, ils ont versé des sous pour faire une petite cagnotte qui a été redistribuée par le conseil social aux étudiants, etc. Donc, il y a aussi eu des trucs absolument... Enfin, voilà. Moi aussi, je voulais rebondir tout à l'heure sur ce que vous aviez dit par rapport à cet enseignant qui se plaignait un petit peu d'avoir été abandonné. C'est clair que moi, j'ai essayé de rester le plus possible en contact avec mes professeurs, pas tout le temps pour leur laisser un petit peu le temps de souffler aussi, d'accuser le choc de ne plus être sur le terrain, mais je sais que mes enseignants sont restés en contact avec leurs étudiants, ceux qui voulaient, en tout cas, rester en contact. Les profs à l'INSAS aussi, inquiets Non, je dois dire, on a pris ça à bras-le-corps avec... ça a surpris tout le monde. Hein. Oui, non, ça c'est évident. Mais donc on a fait face à la situation avec un grand engagement. Donc ça a été quand même un travail assez lourd. Et pour vous dire, on n'a pas arrêté pendant les vacances. C'est-à-dire que tous les travaux de fin d'études, tournage de films ou les travaux de fin d'études théâtre qui avaient dû être interrompus à cause du Covid, ont été réalisés pour les films pendant les 2 mois d'été. Donc l'école est restée ouverte cet été ? L'école est restée ouverte et les professeurs sont venus pour encadrer ces tournages. Et hier, j'ai assisté à la deuxième partie de la vision des travaux de mise en scène théâtre. Et on aura dans 15 jours, disons, les productions pour les acteurs. Donc voilà. C'est décalé, mais c'est décalé. Par contre, et pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, ce qui est extrêmement révélateur à travers cette crise du Covid, c'est la précarité étudiante. Ça, c'est quelque chose de... Chez vous aussi ? Oui, c'est terrible. C'est terrible. Beaucoup d'étudiants doivent travailler, donc avaient des jobs et les ont perdus. Se sont retrouvés en perdition à devoir payer des loyers qu'ils ne pouvaient plus payer. Nous avons donc fait, 2 aides spéciales avec le Conseil social et on a été dans ça par une fondation, la Fondation Marie-Paul Godin, qui nous a aidés. Mais on a débloqué 70 000 euros sur deux aides pour chaque fois 100 étudiants. 120 étudiants. On avait fait, on a demandé qu'ils se présentent, enfin qu'ils définissent leur... Voilà, on a fait un appel et c'était très impressionnant. 1/3 des étudiants étaient en très très grande difficulté financière. Mais il y avait la difficulté financière et puis la difficulté relationnelle. La pratique du chant Zoom, par exemple, c'était pendant 2 heures, pour beaucoup de personnes, le seul contact des personnes qui sont dans le cœur d'un certain âge, qui ont des enfants et des petits-enfants, qui n'étaient plus autorisés de voir pendant 3 mois. Vous voyez, quand vous faisiez la connexion du chant, les yeux qui s'ouvrent, on est tous là ensemble.
Et c'était pour eux leur bulle de fortification, quoi. Hein. C'est impressionnant. Et quand vous êtes sortis, parce que vous êtes sortis cet été, on va regarder d'ailleurs des images de l'abbaye de Villers-la-Ville où on voit tous ces chanteurs, c'est la badinerie, je crois, hein, qui arrivent comme ça pour chanter. C'est des très belles images et on entend là le chant maintenant. Voilà, on les voit en train de marcher. C'était cet été, donc c'était après ces réunions. C'était le 28 juin, dès qu'on a été autorisé de nous rassembler. On s'était dit, voilà ce qu'on a chanté en polonais, là, au gré de sessions hebdomadaires, si on le tentait ensemble. Et donc, en une prise, voilà, vous avez ce que vous entendez, sans montage. Bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Ça s'appelle Cool 5K. Je crois que c'est un chant de réconfort, d'ailleurs, hein, pour toutes les personnes qui ont perdu... C'est une berceuse que nous adressons vraiment en solidarité à toutes les personnes qui ont eu de la peine. Et pour se dire, voilà, on vous tient dans les bras avec nous. Allez. Et les écoles d'art continuent plus que jamais. Il y a des inscriptions partout, chez vous aussi, en dessin aussi. Donc ça montre qu'on en a besoin plus que jamais. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite une bonne année, une bonne rentrée, malgré tout. On y croit tous. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonne soirée.